Bonjour et bienvenue au grand journal de la RFM. Souleymane Niang. Au sommaire, l'affaire de l'incendie mortel à l'hôpital Magatte Lô de Linguère, toujours à la une de l'actualité. Le rapport technique sur la table du ministre de la Santé depuis hier. En attendant sa remise au chef de l'État et sa publication, quelques révélations dans ce journal. Rapport du comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Force Covid-19, presque un mois après la fin officielle de la mission, toujours pas de conclusion publique. L'équipe du général François Ndiaye met la dernière main aux documents en toute confidentialité. Nouvelle grève à l'hôpital régional de Ziguinchor. Le personnel réclame la tête du directeur de l'établissement public de santé et des recrutements. Réponse de Martial Colli-Bop, le directeur, dans cette édition. Et puis nous parlerons de l'histoire générale du Sénégal, œuvre monumentale coordonnée par feu le professeur Iba Der Thiam jusqu'à son retour à Dieu en octobre dernier. Son successeur annonce la publication de 5 volumes avant la fin de l'année. À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. Souleymane Niang. Incendie à l'unité de néonatologie de l'hôpital de Linguère. Les échos du rapport d'enquête semblent incriminer le comportement du personnel de garde. L'une des couveuses laissées ouvertes serait à l'origine de l'incendie. Il s'y ajoute que le personnel de garde ne se trouvait pas sur place. À Wambaye. Selon nos informations, l'incendie serait parti de l'une des couveuses laissées ouvertes et qui normalement devrait être fermée quand elle fonctionne. L'agent de santé de garde, une femme absente des lieux, a fermé à clé la salle de l'unité de néonatologie et selon nos sources, la réponse qu'elle a livrée, elle prenait sa douche. Une très longue absence qui n'a pas profité aux nouveau-nés qui ont péri dans les couveuses calcinées. Donc la thèse du climatiseur et qui a subi un court-circuit écarté et les dernières pistes évoquent une négligence du personnel. Confidentiel, le rapport bouclé est confié au ministre de la Santé qui compte accorder la primeur au président de la République. La fin de l'enquête va aider à connaître la vérité et situer les responsabilités dans cet incendie qui a suscité l'émoi chez les Sénégalais suite à la mort de 4 nouveau-nés. Toujours sur cette affaire, le directeur de l'hôpital Magatte Lô se défend de toute accusation de mauvaise gestion qui serait à l'origine du drame, mais le collectif Manko Taxawu Jolof continue de réclamer la démission du docteur Abdou Sarr. Vous entendrez dans la deuxième partie de ce journal la synthèse des positions des uns et des autres. Ce sera avec Mohamed Alimou Ba. Allons maintenant à Kolda où le nouveau gynécologue qui a été affecté par le ministère de la Santé et de l'Action sociale est censé prendre fonction ou service. Nous y retrouvons notre correspondant Abdoulaye Diallo. Attendu à Kolda depuis des jours, le docteur en gynécologie affecté au Fouladou n'a toujours pas rejoint son lieu de travail. Une situation qui n'est pas du tout du goût des Koldois. On l'a annoncé, mais pour le moment, on ne l'a pas vu. C'est ma grande surprise, les raisons pour lesquelles il n'est pas là jusqu'à présent. Moi, je pense que les autorités, il y a les besoins qui sont là, les femmes sont là en train d'attendre. Vraiment, c'est encore un calvaire encore pour Kolda. Un citoyen rencontré à la porte de l'hôpital régional qui aurait besoin des services du gynécologue n'a pas obtenu de ticket, tout simplement dit-il parce que le vendeur de tickets n'a pas reçu une autorisation de vendre les tickets du service de la gynécologie. L'état de santé de ma femme, c'est par rapport, n'est-ce pas, à sa grossesse. C'est pourquoi j'avais voulu, n'est-ce pas, l'amener ici au niveau de l'hôpital régional parce que j'ai appris que le gynécologue est là. C'est pourquoi aujourd'hui je suis venu pour acheter le ticket pour voir le gynécologue. À ma grande surprise, il me dit que non, attendez jusqu'à demain pour revenir. J'ai compris par là comme quoi donc le gynécologue n'est pas là. Eu égard à la forte demande, Kolda mérite plusieurs gynécologues. Que Kolda doit avoir 4 gynécologues, 3 à 4 gynécologues actuellement, parce que la demande est très très forte. Même si le gynécologue était sur place, il aurait du mal à effectuer son boulot correctement à cause d'un manque de matériel tel qu'un échographe à l'hôpital régional de Kolda. RFM Kolda,
Abdoulaye Diallo. Restons dans le secteur de la santé avec cette paralysie à l'hôpital régional de Ziguinchor. L'intersyndicale des travailleurs a entamé ce matin une grève de 72 heures pour dénoncer la gestion du directeur de l'hôpital. Les syndicalistes exigent également le recrutement du personnel contractuel dans la fonction publique, entre autres revendications. Lamine Ba. Comme elle s'y était engagée dans ses précédentes assemblées générales, l'intersyndicale des travailleurs de l'hôpital régional de Ziguinchor a durci son mouvement d'humeur. Elle a entamé ce matin un mot d'ordre de grève de 72 heures pour dénoncer dans un premier temps une gestion opaque et solitaire du directeur. Siméon Faye, porte-parole des grévistes. Ce que nous reprochons au directeur, c'est qu'il prend des décisions sans pour autant impliquer les autres. Une gestion financière opaque, tout ce que lui demande le ministère, il exécute sans pour autant tenir compte du fait que l'hôpital est un établissement public de santé de niveau 2 qui est autonome dans sa gestion. Donc le ministère ne peut pas, quand il s'agit de finances, il impose l'hôpital régional de s'en occuper, et quand l'hôpital traverse des difficultés financières et fait appel à la tutelle, l'État lui dit non, vous êtes autonome, débrouillez-vous. Le non-recrutement d'une partie du personnel contractuel dans la fonction publique au moment où des travailleurs du CTE sont régularisés constitue l'autre source de frustration des travailleurs de l'hôpital régional. Plus de 80% des agents au niveau de la structure sont des contractuels, contre moins de 30% des agents qui sont seulement fonctionnaires de l'État. Il impose la structure de recruter ces agents-là qui sont mis à la disposition du CTE et qui n'appartiennent ni à l'hôpital et ni à l'hôpital de la paix. L'intersyndicale dénonce aussi l'absence quasi totale de spécialité médicale au sein de l'établissement sanitaire, fruit selon elle de la gestion du directeur Martial Kolibop. Il n'y a ni un cardiologue, ni un anesthésiste réanimateur, on n'a pas d'urologue, on n'a pas de gastro-entérologue. L'hôpital régional de Ziguinchor est miné depuis près de 6 mois par une crise sociale entre personnel et direction. Ce bras de fer a fini d'impacter de manière significative les performances de l'établissement sanitaire. Le ministre de la Santé est interpellé. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Le circuit d'administration des finances de l'hôpital est structuré de sorte qu'il ne peut y avoir une gestion opaque, réplique le directeur de la structure sanitaire. Martial Kolibop, sur l'autre doléance liée au recrutement des contractuels, précise qu'il se fait conformément aux dispositions prévues dans les limites des possibilités. Martial Kolibop avec Lamine Ba. L'organisation est telle qu'on ne peut pas faire une gestion opaque parce que toute dépense doit passer par un certain nombre de services. Quand vous faites une dépense, ça doit passer par les services d'abord qui expriment le besoin, ensuite le service administratif et financier, ensuite le contrôle de gestion, avant que ça n'arrive au niveau du directeur qui donne l'ordre à l'ACP de payer. Donc, je ne vois pas comment une gestion peut être opaque. Maintenant, en ce qui concerne le recrutement du personnel, je crois que le recrutement du personnel dans le cadre du CTE rentre dans la lutte contre la COVID-19. Et pour que ce service, cette unité-là fonctionne, il est important que du personnel soit là-bas. Et comme le CTE est la seule structure au niveau de la région, nous avons des agents qui viennent de l'hôpital de la paix, qui viennent de l'hôpital régional. Donc, ils ont besoin d'être pris en charge. Nous sommes en train de faire des efforts avec le niveau central pour pouvoir faire en sorte que l'hôpital dispose de spécialistes. Les chiffres du jour de l'évolution du Covid-19 au Sénégal, 27 nouvelles contaminations sont revenus de 880 tests qui ont été effectués. Il s'agit de 7 cas contacts et de 20 cas de transmission communautaire. 49 patients ont été testés négatifs, déclarés guéris. 9 cas graves sont pris en charge. Malheureusement, on enregistre 2 cas de décès. La pandémie du Covid-19 qui a impacté plus de 80 000 travailleurs selon la coalition des centrales syndicales. Ce cadre regroupant les centrales les plus représentatives indique que plus de la moitié de ces travailleurs ont perdu leur emploi. La coalition des centrales syndicales tient en ce moment même une conférence de presse en prélude à la célébration de la fête internationale du travail le 1er mai. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Souleymane Niang. Fonds Force Covid-19, la mission du comité de suivi de la mise en œuvre des opérations est terminée en principe depuis le 31 mars dernier. Pourtant, le rapport final n'a toujours pas été présenté au président de la République. Selon nos informations, il est en cours de finalisation et ça ne devrait plus tarder. Mais ce rapport sera strictement confidentiel jusqu'à sa mise en ligne. Anna Rocha.
La finalisation du pré-rapport des opérations du Fonds Force Covid-19 a déjà accusé presque un mois de retard. Une source nous confie que pour garantir une certaine confidentialité, le général François Ndiaye, qui préside le dit comité, a dû mettre en place une procédure spéciale. Les 30 membres qui le composent sont invités à venir un à un consulter sur place les 200 pages du pré-rapport pour d'éventuelles critiques et observations. Ce n'est que lorsqu'une bonne majorité de ses membres aura fait cet effort qu'une plénière sera convoquée pour finaliser le document. Une fois cette étape franchie, le comité reste à l'écoute du chef de l'État pour une remise officielle. Tout ce processus est placé sous le sceau de la confidentialité, souligne notre source. Donc, l'opinion publique ne pourra avoir accès au rapport que lors de sa mise en ligne, laquelle sera en principe suivie d'une consultation publique. Pour le moment, aucune date n'est avancée pour toute cette procédure, mais notre source rassure que l'essentiel sera fait dans les prochaines semaines. En février dernier, au tout début du mois, le comité de suivi avait annoncé avoir reçu toutes les pièces justificatives des dépenses effectuées dans le cadre de ce fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19, ce qui avait suscité à l'époque des malentendus au sein même du comité. Le procès des 2 convoyeurs de migrants de Mbour se tient aujourd'hui au tribunal de grande instance de la ville, mais l'audience n'a pas encore démarré aux dernières informations. Ces 2 prévenus à l'origine de la mort du jeune Doudou Faye qui avait suscité l'émoi sont poursuivis pour homicide involontaire et trafic de migrants. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre correspondant Abdourahmane Diallo. Recrutement de 5000 enseignants, les sortants de la FASTEF promotion 2013 se disent inquiets suite au communiqué qui a sanctionné la rencontre d'hier entre le ministère, le G7 et les parents d'élèves. Ils demandent que les instructions du chef de l'État soient respectées pour que les recrutements se passent donc dans la transparence au mois de mai. Ils ne peuvent plus attendre, ont-ils dit, et c'est pourquoi ils interpellent à nouveau le président de la République. Alfousseini Keïta, coordonnateur des professeurs diplômés des sortants de la FASTEF promotion 2013, joint par Barthélémy Ngom. Après la rencontre du ministère de l'Éducation nationale hier entre les syndicalistes du G7, des représentants des parents d'élèves et de la COSIDEP, nous avons un sentiment d'insatisfaction. Nous ne sommes pas satisfaits parce que nous avons tous écouté le discours du président de la République pour le recrutement de 5000 enseignants dès le mois de mai. Alors qu'en parcourant le communiqué d'hier du ministère de l'Éducation nationale, ils envisagent un recrutement dès le mois d'octobre, entre octobre et novembre. Nous sortons de la FASTEF promotion 2013. Nous n'accepterons pas que les paroles du président de la République soient foulées aux pieds par le ministère de l'Éducation nationale. Souvenez-vous, dans le passé, le président de la République avait donné des instructions au ministre d'alors, M. Serigne Badian. Ces instructions ne sont pas respectées. Et aujourd'hui, le même ministère est sur la même voie de ne pas respecter la parole du président de la République. Cela est inacceptable parce que la parole du président de la République, elle est sacrée, doit être respectée à la lettre. Vu le contexte actuel, l'école sénégalaise a besoin des enseignants. Du coup, il va falloir arrêter cela. Nous demandons l'affectation immédiate de la promotion 2013 dès ce mois de mai parce qu'ils ont rempli toutes les conditions pour être recrutés. Ils ont leur diplôme, ils ont l'expérience. Du coup, on n'a qu'à les affecter dès ce mois de mai et faire un recrutement pour ceux qui n'ont pas le diplôme, faire la formation durant les grandes vacances et les affecter au mois d'octobre. Mais les sortants de la FASTEF ne peuvent plus attendre et nous interpellons le président de la République. Et puis, cet avis de la présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales sur la question de l'emploi des jeunes. Il appartient aux collectivités territoriales de s'organiser pour faciliter la politique d'emploi et d'insertion des jeunes. Selon Aminata Mbengue Ndiaye, le Conseil présidentiel pour l'insertion et l'emploi des jeunes est un pas pour trouver une solution au sous-emploi des jeunes au Sénégal. Propos tenus à Louga lors d'un dogu. Abraham Paul Pouy. La tenue du Conseil présidentiel sur l'emploi et l'insertion des jeunes peut apporter des solutions à la problématique de l'emploi des jeunes, conviction de la présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, même si Aminata Mbengue Ndiaye reconnaît que les régimes qui se sont succédés n'ont jamais pu régler
le problème. Nous avons eu à gouverner le pays pendant très longtemps. La question de la jeunesse a toujours été une question vraiment essentielle. Mais je disais tout à l'heure que tant qu'il y aura en tout cas vie humaine sur la terre, il y aura des problèmes en ce qui concerne et les jeunes et les autres problèmes. Parce que comme nous n'avons pas tout ce qu'il nous faut pour développer notre pays, c'est forcément, il y a des secteurs qui sont laissés en rade et ces secteurs-là ne peuvent ne pas bouger. Donc vraiment, il faut parler aux jeunes. Toutefois, Aminata Mbengue Ndiaye estime que les collectivités territoriales doivent s'impliquer pour accompagner l'État dans cette politique. Qui nous a permis donc d'aller jusqu'au fond des choses avec les jeunes qui sont venus des différentes régions, qui ont beaucoup insisté sur les problèmes de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, qui sont des secteurs pourvoyeurs d'emplois. Et c'est la raison pour laquelle je crois que toutes les collectivités locales doivent s'organiser pour pouvoir faire bénéficier à leur jeunesse de ces projets donc, qui vont être mis en œuvre. Elle a tenu ses propos lors d'un grand dogu organisé par les femmes de la coalition Benno Bokk Yakaar à son honneur. Abraham Paul Pouilouga, Radio Futur Média. Un peu plus au nord, à Saint-Louis, la coordination des étudiants de l'université Gaston Berger a tenu un point de presse tout à l'heure au campus pour dénoncer la méthode cavalière du ministre de l'enseignement supérieur sur sa volonté d'attribuer des quotas dans la sélection des étudiants pour l'inscription en master dans les universités du pays, précisant qu'ils tiennent pour responsable du climat délétère dans les universités. Le ministre, il réprouve sa décision et exige qu'il se prononce sur la question. Voici Sambarou Kanté, le président de séance de la coordination, au micro de Mohamed Nabissila. Aujourd'hui, il s'irrite avec une autre décision irréfléchie et impertinente qui consiste, selon lui, à octroyer la bourse par quota aux étudiants de Master 1. Ce qu'il faudra préciser, c'est que les critères d'attribution de la bourse, ce sont des critères qui répondent à l'excellence. Et aujourd'hui, si l'étudiant est sélectionné en Master, cela veut dire qu'il a déjà une moyenne qui lui permet d'être sélectionné. Et cette moyenne-là lui permet d'avoir d'office la bourse. Ce qu'on ne peut pas comprendre et concevoir. Pourquoi le ministre de l'Enseignement supérieur veut prendre une telle décision en excluant d'ailleurs de manière définitive les représentants d'étudiants. Il n'a pas privilégié le dialogue. La coordination des étudiants de Saint-Louis lui impose de se prononcer sur la question dans les délais d'une semaine là. C'est une semaine atteinte. La coordination des étudiants de Saint-Louis tient témoin l'opinion nationale et les autorités internes que tout ce qui va advenir au niveau de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, le ministre sera le responsable. Et aujourd'hui, il faudra le préciser, le mouvement dépasse la seule université Gaston Berger de Saint-Louis. C'est le cas dans des universités comme Alioune Diop de Bambey, dans des universités comme Ziguinchor. Et aujourd'hui, il faudra le dire, même les enseignants supérieurs, le syndicat Sud-Est plus précisément, fustige cette décision du ministre. Ce qui veut dire que c'est une décision impertinente et incohérente qui n'est pas adéquate à l'enseignement supérieur. 12h18, le projet de réécriture de l'histoire générale du Sénégal continue. Après le décès du professeur Iba Der Thiam le 31 octobre dernier, il a été remplacé par le professeur Mamadou Fall. Ce dernier annonce la publication de 5 volumes avant la fin de l'année. Il ambitionne de produire 5 volumes par an. Écoutons le professeur Mamadou Fall interrogé par El Hadj Ndiogou Diène. Le comité est en train de travailler, et vraiment de travailler dans la ligne et dans l'héritage tracé par le professeur Iba Der Thiam. C'est-à-dire on a adopté l'option, on a adopté une ligne de conduite qui consiste à éviter systématiquement les polémiques inutiles et de s'engager résolument dans la production des ouvrages pour lesquels nous avons été commis. Et c'est ainsi que vraiment on a mis en place toutes les commissions, on a mis en place notre logistique, notre agenda, notre feuille de route. Et vraiment, nous avons pratiquement atteint notre vitesse de croisière en ce moment parce que le programme que nous avons élaboré, qui consiste à produire au moins 5 ouvrages par année, nous sommes en passe de réussir ce pari. Donc pour cette année, vous allez produire 5 ouvrages. Absolument. Et là vraiment, toute l'équipe est à pied d'œuvre, les auteurs, les correcteurs, les éditeurs, tout a été mis en place parce qu'en fait, vraiment, on n'a pas d'excuses. La logistique est en place, les auteurs sont disponibles, la feuille de route est prête, les moyens financiers sont disponibles. Est-ce que vous ne craignez pas de revivre la même situation avec des polémiques sur tel ou tel fait historique, comme ce fut le cas après la publication des premiers volumes? Les polémiques sont inévitables, mais il ne faut pas en créer, il ne faut pas les susciter. Il y a des questions
sur lesquels il faut accepter de ne pas être d'accord. Et pour nous avons une manière d'écrire l'histoire qui peut mettre dos à dos deux lectures qui sont complètement divergentes. Donc vraiment, sous ce rapport, c'est avec beaucoup de sérénité que nous gérons ces potentielles polémiques. L'histoire, c'est aussi cela. Le gouvernement face à la presse après-demain jeudi. Ce rendez-vous quinzomadaire sera animé par le ministre porte-parole du gouvernement. Il sera accompagné par le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural Moussa Baldé et son collègue Samba Ndiobène Ka. La présidente du Haut Conseil du dialogue social va s'impliquer pour une solution à la crise à la société Twyford. Des employés de cette entreprise chinoise ont été arrêtés à la suite d'une manifestation pour dénoncer le licenciement de leurs délégués syndicaux. Innocence Ntap Ndiaye invite la direction à revenir à de meilleurs sentiments. Elle s'exprimait ce matin en marge de l'assemblée plénière du Haut Conseil du dialogue social qui se tient à Sali. Écoutons Innocence Ntap Ndiaye au micro d'Abdourahmane Diallo. Avant d'arriver ici, j'ai reçu un coup de fil de ces travailleurs qui ont certainement eu l'information que je me dirigeais vers Sali et qui m'ont dit Madame la Présidente, il faut absolument faire quelque chose très rapidement parce que la tension est en train de monter dans cette entreprise Twyford. Et effectivement, j'ai eu écho avant cet appel des conditions de travail et en tout cas de la situation de l'entreprise. Et j'exhorte justement la direction générale de cette entreprise à tout faire, à tout mettre en œuvre pour que cette entreprise retrouve la sérénité. Nous n'allons pas manquer de les saisir au sortir donc de notre session ou même durant notre session, je le leur ai proposé. Mais il est clair que les travailleurs aussi ont été impactés par la Covid. Donc il n'est pas normal que dans une situation difficile, que les populations de façon générale sont en train de vivre, que les travailleurs dans une entreprise puissent également subir en tout cas des attaques de tout ordre. Donc je compte m'adresser à la direction générale. Depuis quelque temps déjà, nous avions eu écho des difficultés de ces travailleurs. Nous avons même, par le biais de l'inspection du travail, essayé de voir si une conciliation pouvait être faite. Mais apparemment, ça ne marche pas et la direction mérite vraiment d'avoir une écoute attentive par rapport aux déléances des travailleurs. RFM. L'actualité internationale. Le journal Inter avec vous, Georges Détié Diop. Bonjour. Bonjour, Souleymane Niang. Au Tchad, des morts dans des manifestations contre le comité militaire de transition. Au moins 2 morts confirmés. Un jeune homme de 21 ans tué à Moundou. Une femme a aussi été tuée à N'Djamena. Selon le procureur, elle se trouvait dans un bus qui a été attaqué par des manifestants. Selon une source hospitalière, il y aurait une vingtaine de blessés par balle. Les organisations de défense des droits humains dénoncent de nombreuses arrestations. Le mouvement citoyen Pacte condamne aussi la répression de la manifestation de l'opposition et appelle l'Union africaine à appliquer l'article 30 du traité de Sirte, traité relatif au coup d'État. Le coordinateur du pacte, projet pour une alternance crédible au Tchad, Abdel Karim Yacoub Koundougoumi, joint à Paris. Le mouvement citoyen, le pacte, condamne fermement le coup d'État constitutionnel perpétré par le fils d'Idriss Déby. Nous demandons à la communauté africaine de prendre le leadership dans la gestion du dossier tchadien. Il est inadmissible que des puissances étrangères, européennes, viennent prendre le devant pour régler une fois de plus des crises des États africains. Nous appelons l'Union africaine à dessaisir Moussa Faki, l'actuel président de la Commission africaine, car il y a conflit d'intérêts, étant donné qu'il est proche de ce régime et qu'il a été aussi nommé grâce à ce régime au poste qu'il occupe. Aujourd'hui, cette junte au pouvoir qui s'est autoproclamée a violé les règles institutionnelles africaines, a violé les règles constitutionnelles tchadiennes. Donc, dans le cadre le dispositif africain de lutte contre la prise de pouvoir par la force des armes qui soit appliqué exactement comme ça s'est appliqué pour le Mali, pour le Soudan et pour les autres pays africains qui sont dans la même situation que le Tchad. Cette dynastisation du pouvoir qui est en train d'arriver est un mauvais signal pour les autres chefs d'État qui sont tentés de rester au pouvoir ou même de se faire remplacer par leurs fils. Nous appelons à la France, à sa responsabilité, à ne plus soutenir des coups d'État, mais de se ranger derrière les démocrates, les hommes politiques, les défenseurs des droits humains, afin de
régler le problème tchadien. L'aspect militaire dans la lutte contre le terrorisme ne doit pas se faire au détriment de la démocratie, de la liberté et des droits humains au Tchad et partout en Afrique. On l'a appris tout à l'heure, Souleymane, les 3 Européens disparus au Burkina Faso ont été tués par les terroristes. C'est ce que rapporte France 24 qui cite une source sécuritaire. 4 personnes, dont 3 ressortissants étrangers et un Burkinabé travaillant pour une ONG, ont été portés disparus après une embuscade perpétrée hier dans l'est du pays contre une patrouille anti-braconnage. L'Espagne avait confirmé ce matin que 2 de ses ressortissants étaient parmi les disparus. Plusieurs migrants retrouvés morts au large des îles Canaries. 17 personnes précisément, elles ont été retrouvées dans un bateau transportant des migrants. L'embarcation avait d'abord été repérée par un avion de l'armée espagnole à environ 500 km au sud de l'île d'El Hierro et un navire de secours en mer a été envoyé dans la zone. Il y a eu 3 survivants qui ont été secourus par l'hélicoptère. Par hélicoptère, les migrants étaient tous des Africains subsahariens. La provenance de l'embarcation n'a pas été établie par la porte-parole des secours en mer espagnole qui s'est exprimé sur la question. Human Rights Watch accuse Israël de crimes d'apartheid contre les Palestiniens. L'organisation a publié son rapport ce mardi, rapport sur la politique de l'État hébreu à l'égard des Arabes sur son sol et des Palestiniens dans les territoires occupés. Plus de détails avec Mama Stoukan. L'Organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch a qualifié d'apartheid la politique d'Israël à l'égard des Arabes sur son sol et des Palestiniens dans les territoires occupés. Dans un rapport qui nous est parvenu, la décision de Human Rights Watch d'utiliser un terme aussi chargé qu'apartheid, mais aussi de qualifier la percussion, la politique israélienne envers sa minorité arabe et les Palestiniens, intervient quelques semaines après l'annonce par la Cour pénale internationale de l'ouverture de l'enquête sur des crimes présumés commis par Israël depuis 2014 dans les terres occupées, chose que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qualifie d'antisémite. La décision de la CPI. Human Rights Watch a appelé le futur procureur à s'en tenir aux faits et à mener une enquête indépendante. Human Rights Watch a aussi demandé à l'autorité palestinienne de cesser sa coordination sécuritaire avec l'État hébreu afin de ne pas être elle-même complice d'apartheid. Mahmoud Abbas a suspendu pendant plusieurs mois en 2020 cette coopération avec Israël. Voilà Souleymane, c'était tout pour l'actu inter. Merci Georges Déthié Diop, il est midi et 27 minutes. RFM Sport. Nous accueillons Malal Junior Diagne pour le journal des sports. Bonjour Malal. Bonjour Souleymane. Coupe de la CAF, après la qualification en quart de finale, le Giraffe veut finir à la tête, à la première place de sa poule. Et ça passe par un succès ou un match nul devant le CS Sfaxien. Rencontre prévue aujourd'hui à 21h en Tunisie. Sodetiam revient sur les enjeux mais également sur l'adversaire du Giraffe. Leader du groupe C, le Giraffe de Dakar va affronter son dauphin, le CS Sfaxien. Un petit point sépare les deux protagonistes. Alors, l'enjeu de ces rencontres reste la première place de ce groupe. Les deux adversaires du jour ont déjà composté leur ticket pour le prochain tour, c'est-à-dire les quarts de finale. Les Verts et Blancs du Sénégal, qui occupent présentement cette première place, vont mettre les bouchées doubles pour empêcher le CS Sfaxien de les coiffer au poteau. Les poulains de l'entraîneur Cheikh Gueye, qui ont déjà écarté dans cette compétition un club tunisien, à savoir l'Étoile du Sahel, vont sans doute vouloir répéter le coup de maître face au CS Sfaxien. Chose possible du moment où le Giraffe a créé la surprise dans cette édition de la Coupe de la Confédération avec sa qualification au quart de finale avant même la fin des matchs de poule. Toutefois, les Giraffemen doivent aborder ce match avec prudence si l'on se fie au palmarès de leur adversaire du jour. Le CS Sfaxien est un club qui joue les premiers rôles dans les compétitions nationales et internationales. Le club tunisien a dans son armoire 3 coupes de confédération remportées en 2007, 2008, 2009 et une coupe de la CAF en 1998. Donc cette finale du groupe C s'annonce palpitante car l'enjeu qui est la place de leader reste très important pour le reste de la compétition, comme éviter un grand club dès le prochain tour. Ligue des champions en Europe, Edouard Mendy à l'assaut du Real Madrid. Ce sera avec les Blues de Chelsea pour la première demi-finale de la Ligue des champions. Aujourd'hui à 19h, ils vont tenter de faire vaciller l'équipe du Real de Madrid qui a remporté plus de 11 fois cette Ligue des champions. Match à suivre en direct sur RFM.
Real Madrid-Chelsea, ce sera à partir de 18h45. Lutte. Un lutteur en métier, cela devient une réalité. Avec l'association pour la formation et l'insertion des lutteurs qui veut aider les jeunes de la lutte à trouver un métier en plus du sport. Pour cela, plus de 200 ont été formés au métier de garde du corps. Cheikh Ahmadou Bambamboup, initiateur de ce projet, revient sur le pourquoi, mais également sur les enjeux et les objectifs visés. Il est avec Amadou Sababa. Dans une écurie, s'il y a 100 lutteurs, seuls les 10 auront des combats dans l'année. Donc, il faut un encadrement pour ces lutteurs qui n'ont pas pu avoir de combat. C'est pour cela que j'ai eu cette initiative, former et assister les lutteurs pour qu'ils puissent avoir un métier en dehors de la lutte. Déjà, avec l'ANAMO, on a pu former 30, 80 avec Souleymane Dramé et une subvention qui nous a permis de former des jeunes dans les régions du pays. Aujourd'hui, nous avons formé 200 jeunes. C'est pour cela que nous demandons plus d'accompagnement de la part de l'État du Sénégal. Notre objectif, c'est de former, mais aussi insérer ces jeunes dans le monde de l'emploi. Actuellement, nous avons mis en place une agence de sécurité pour créer de l'emploi pour ces jeunes, mais aussi ils peuvent être des stagiaires ou des gardes rapprochés professionnels. Basket pour finir, Souleymane, avec la Coupe du maire de Dakar. On connaît les tableaux des demi-finales chez les hommes et chez les filles. D'abord, chez les filles, Asfo va faire face à l'équipe de l'AS Ville de Dakar. Duc jouera contre Isaac. Chez les hommes, Mermoz Duc, Uzo contre AS Douane. Merci Malal Junior Diagne. À 12h31, nous revenons sur l'affaire de l'incendie mortel à l'hôpital Magatlo de Linguère. Le directeur de l'établissement public de santé se défend de toute accusation de mauvaise gestion qui serait à l'origine du drame. Mais le collectif Manko Tahaou Jolof continue de réclamer la démission du docteur Abdou Sarr. Synthèse des positions des uns et des autres. Avec vous, Mohamed Ali Mouba. Un règlement de compte, rien de plus. Voilà ce que le directeur général de l'hôpital de Linguère oppose à ses détracteurs qui demandent son départ de la tête de la structure hospitalière. ñi nga xamante ne am nañu occasion xam kan mooy docteur Sarr kan mooy kii xam na ne rigueur lay demee léppam rigueur lay demee waaw mes collaborateurs sax disent que quelquefois il est très compliqué. Ne pas exploiter un drame humain à des fins personnelles. Le directeur de l'hôpital Abdou Sarr invite donc le collectif Tahaou Jolof à savoir raison garder. En réalité, Tahaou Jolof est un collectif que j'ai vu comme ça, qui vient s'incruster dans les affaires personnelles de l'hôpital. C'est pas un syndicat. Le syndicat ne m'a jamais parlé de mauvaise gestion, ne m'a jamais posé ce type de problème. Donc c'est parce que je suis rigoureux, je fais correctement mon travail. Donc moi, je ne vois pas de problème à ce niveau. Mais ce collectif Tahaou Jolof botte en touche. Le directeur général de l'hôpital a manqué une occasion de se taire. Et pour cause, Mamadou Kobar, membre du collectif. Moi, j'ai entendu à gauche et à droite Tahaou Jolof demander le départ du directeur général. C'est pas comme ça que ça se passe. Ceux qui connaissent Abdou Sarr savent que Abdou Sarr n'est pas dans la mauvaise gestion. C'est un homme très rigoureux. Je ne me dédouane pas, mais je pense que de ce côté-là, quand même, j'ai fait beaucoup d'efforts pour que l'hôpital soit un hôpital de renommée. 40 millions. Le collectif Tahaou Jolof prend la défense des gardes de nuit. Pour Mamadou Kobar, le drame de Linguère a un nom, le népotisme, la mauvaise gestion. Départ du DG, audit de la gestion. Le collectif Tahaou Jolof dit ne rien vouloir de plus. Le travail et l'esprit d'équipe, voilà ce qui compte chez Beko. Être à l'écoute de vos préoccupations et vous offrir des solutions intelligentes, novatrices, qui vous simplifient la vie, voilà la clé du succès de Beko qui a persuadé 447 millions de foyers à nous faire confiance. Beko, numéro 1 de l'électroménager en Europe, partenaire de votre quotidien. Jusqu'au 15 mai 2021, profitez de la super promo Ramadan de Electronicorp pour acheter des équipements Beko avec une remise exceptionnelle. Electronicorp, partenaire des grandes marques. Beko vous offre votre revue de presse. Nous restons avec Mohamed Ali Mouba qui signe la revue de presse de ce mardi 27 avril 2021.
Bonjour. Le drame à l'hôpital de Linguère, les enfants tués par le feu. Les premiers éléments de l'enquête étaient attendus hier sur la table du procureur de la République de Louga, mais déjà Libération annonce que cette enquête accable le personnel de garde. La relève était introuvable au moment du déclenchement de l'incendie, constate mon confrère. Qui plus est, il n'y avait aucun dispositif de surveillance permettant au personnel même, en cas de déplacement, de savoir ce qui se passé dans la salle. Et pour une salle fermée, l'alarme incendie n'a servi à rien. Dans le journal Source, l'oncle d'une dame éplorée enfonce le clou. Il y avait, soutient-il, aucun agent de garde et les salles étaient hermétiquement fermées. Les bébés sont morts sans assistance et il y a eu négligence médicale dans cette affaire. S'il y avait un agent de garde là-bas, il aurait pu prendre l'extincteur et tenter quelque chose. Mais rien de tout cela, lance-t-il plein d'amertume. Le collectif Tahaou Yolof réclame au plus vite le départ du directeur général de l'hôpital Magatte Lô et l'audit de sa gestion. Santé toujours, mais cette fois au sujet du refus de certains spécialistes de servir en milieu rural. Le témoin note que l'affaire des 3 gynécologues qui ont refusé de servir à Kolda remet au centre de l'actualité la question des affectations des fonctionnaires. Un cadre recruté par l'État du Sénégal peut-il refuser de servir là où le devoir l'appelle? Des médecins se prononcent. Selon le journal, beaucoup ne s'opposent pas à leur affectation, mais ils redoutent d'être abandonnés là-bas sans motivation, sans formation. Il faut un système de rotation dans les régions après 2 à 5 ans de service et éviter les affectations par complaisance. C'est ce que préconise le SAMES. Le trafic de faux médicaments au Sénégal, le mal persiste et pour cause. Nouvelle saisie de faux médicaments par la douane sénégalaise ce week-end après celle de la Padoue. La douane a tapé fort, note Le Quotidien. C'est devenu donc un mal sans remède selon le journal Le Quotidien. 75 millions de francs CFA en faux médicaments saisis opérés en même temps que du chanvre indien, des cargaisons de sachets plastiques et d'engrais à travers les unités de la région centre. Dans le numéro du RIP, Nganda Caraïbes, Kaolack, sur l'autoroute APH au niveau de Toglo aussi. Suffisant pour que mon confrère écrive que le trafic de médicaments ne s'est pas encore estompé, loin de là. De la politique à présent avec la Sénat qui a rencontré la mission d'évaluation du processus électoral vendredi dernier, mais selon le journal LAS, la Commission électorale nationale indépendante, nationale autonome se plaint de ses recommandations non suivies, notamment l'introduction du bulletin unique lors de la présidentielle, le système des parrainages, le couplage, la carte nationale d'identité et la carte d'électeur. Les experts sont invités à répondre dans un délai de 3 mois aux préoccupations soulevées. Sud Quotidien en profite ce matin pour s'intéresser aux élections. Qui va profiter du contexte sociopolitique? En tout cas pour le journal, les jeux sont ouverts pour jauger les législatives prochaines. Mais l'enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Serigne Thiam, avertit le contexte n'est pas favorable au camp du pouvoir, vu ce qui s'est passé dernièrement, primaire avant l'heure donc. Le camp du pouvoir, justement, Macky Sall, Mimi Touré a baissé l'âpre bataille. L'Observateur parle ce matin de nouvelles guerres de positionnement. À la une du journal Le Quotidien, grosse convoitise des marchés des ordures par les grandes firmes étrangères. Le ministre Abdoulaye Sow et le coordonnateur de l'UCG démontent la société sri-lankaise et maintiennent l'option d'une société nationale. Selon le journal Les Échos, Abdoulaye Sow nie tout contact avec Windforce et réitère la volonté du gouvernement du Sénégal de confier la gestion des ordures à une nouvelle société publique sénégalaise. Le coordonnateur de l'unité de coordination de la gestion des déchets solides au Sénégal, UCG, exclut tout appel de capitaux étrangers pour la gestion des ordures. Mastiam assure que la société qui naîtra des centres de l'UCG sera une affaire de l'État du Sénégal et des collectivités territoriales et des Sénégalais. Le journal Le Quotidien titre ce matin sur un grand contentieux foncier à Rufisque. La SNHLM impliquée selon le confrère
confrères dans un trafic de faux. Le journal explique comment les autorités se sont partagées le TF 1451R. Les magouilles des maires pointés, le président de la République Macky Sall interpellé. Sport pour boucler à la une du journal Record. Ligue des champions, sulfureux Real Madrid Chelsea à 19h30 universel. Notre gardien national Mendy qui défie l'ogre dans son entre selon le confrère. Dans le stade de quotidien, le journal titre aussi sur les demi-finales aller Real Madrid Chelsea, c'est 100% indécis selon le confrère. Dans Sunu Lamb, Balla Gaye de Eumeu Sène, un combat, une troisième revanche qui tombe selon le journal à pic.